Bonjour, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro. Nous continuons avec notre formation, notre cours sur la statistique inférentielle. Alors là, nous attaquons directement le troisième chapitre qui porte sur le test et décision statistique. Alors, c'est quoi l'idée du test et des décisions statistiques? C'est lorsqu'on cherche à vérifier une hypothèse sur la population à partir des données de l'échantillon. Par exemple, on affirme que la note moyenne des étudiants de l'université de Kinshasa est par exemple de 11. Ça, c'est une affirmation. On dit que, bon, en moyenne, la note moyenne des étudiants de l'université de Kinshasa, c'est 11. Alors, si on a besoin maintenant de vérifier si cette affirmation est correcte ou pas, comme on a vu précédemment qu'on ne peut pas faire l'étude sur toute la population, on va maintenant faire l'étude ou vérifier sur une partie de la population qu'on appelle échantillon. On va collecter un échantillon, on va déterminer la note moyenne. On trouve par exemple que c'est 12 ou 10. Ça, on a trouvé dans l'échantillon. Dans l'affirmation, on avait dit que la note moyenne est de 11. En tirant un échantillon, nous trouvons que la moyenne c'est 10 ou soit 12. Maintenant, la question suivante est que si dans l'échantillon, ce n'est pas ça, est-ce que cette différence est significative au niveau de la population? En d'autres termes, est-ce que dans la population, c'est-à-dire pour tous les étudiants de l'université de Kinshasa, la note moyenne c'est supérieur à 11, comme ce qu'on a affirmé, c'est inférieur à 11 ou c'est différent de 11. C'est ça le test d'hypothèse, c'est-à-dire on a les données de l'échantillon. Dans l'échantillon, on a trouvé que la note moyenne, c'est 10 ou soit c'est 12. Maintenant, qu'en est-il de l'affirmation qui dit que la note moyenne des étudiants, c'est 11 par rapport à ce qu'on a trouvé dans l'échantillon? Est-ce que cette affirmation est vraie ou soit elle est fausse? C'est ça le rôle de test d'hypothèse. Alors, dans cette vidéo, on va commencer par les concepts fondamentaux, H0, H1, les erreurs, ainsi de suite. On va essayer de parler en général des différents types de tests et valeurs critiques des Z. Ensuite, on va ici parler du test sur la moyenne. On va comparer une moyenne à une moyenne théorique. Voilà. Alors, c'est quoi un test? Je viens d'expliquer. Le principe est qu'on part des données d'un échantillon pour vérifier si une affirmation sur la population est vraie ou fausse. C'est ce que je viens de dire tout à l'heure. On affirme que la moyenne des étudiants de Kinshasa, de l'université de Kinshasa, par exemple, c'est 11. Ça, c'est une affirmation sur toute la population. On dit que la note moyenne des étudiants de l'UNIKIN, c'est 11. Alors, on veut vérifier est-ce que cette affirmation est vraie ou soit elle est fausse. Comme on ne peut pas faire l'étude sur toute la population, on va tirer un échantillon sur lequel on va faire notre étude et on va trouver un résultat dans cet échantillon-là. Maintenant, l'objectif, c'est quoi? L'affirmation concerne toute la population. Dans l'échantillon, on peut affirmer parce qu'on aura des vraies données. Maintenant, le problème, c'est est-ce que l'affirmation-là, dans l'échantillon, ça peut tenir ou pas? Maintenant, au niveau de la population, est-ce que cette affirmation tient route ou pas? C'est ça le test d'hypothèse. Donc, on part des données d'un échantillon. On va faire l'étude dans l'échantillon pour vérifier si l'affirmation faite au niveau de la population est vraie ou faux, est vraie ou fausse, voilà. Et pour ce faire, quand on fait un test d'hypothèse, on a deux hypothèses. Il y a ce qu'on appelle l'hypothèse nulle. Généralement, bon, l'hypothèse nulle, c'est l'hypothèse qu'on cherche à tester et éventuellement rejeter. Quand on dit par exemple que la moyenne des étudiants, la note moyenne des étudiants de l'UNIKIN est de 11, l'hypothèse nulle, je peux dire la note est de 11. C'est-à-dire, c'est à peu près ça. Il n'y a pas, ce qu'on a trouvé dans l'échantillon, il n'y a pas de différence significative au niveau de la population. C'est-à-dire, en d'autres termes, on peut affirmer que
la note moyenne des étudiants, c'est 11. Ça, c'est l'hypothèse nulle. Donc, généralement, l'hypothèse nulle affirme qu'il n'y a pas de différence, comme je viens de le dire. Quand on dit la note est de 11, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence. Ce qu'on a trouvé dans l'échantillon et dans la population, c'est presque la même chose. L'hypothèse nulle affirme aussi que le paramètre est égal à une valeur de référence, ainsi de suite. Et puis, à côté, donc, nous avons l'hypothèse nulle, c'est qu'on cherche à tester, est-ce qu'il y a une différence significative? Est-ce que la note moyenne est réellement égale à 11? Est-ce que ça, c'est l'hypothèse nulle, c'est qu'on cherche à tester. Et à côté, vous avez l'hypothèse alternative, souvent notée par H1 ou HA, c'est la même chose. Et l'hypothèse nulle, c'est noté par H0. À côté, vous avez l'hypothèse alternative. Ça, c'est l'hypothèse opposée à l'hypothèse nulle. Par exemple, si l'hypothèse nulle, c'est la note égale à 11. Dans l'hypothèse nulle, je dis par exemple que la note moyenne des étudiants, donc je peux dire H0, la note moyenne des étudiants égale à 11. Ça, c'est l'hypothèse nulle. Donc, l'hypothèse alternative peut être quoi? On a plusieurs possibilités. La note est différente de 11. La note est supérieure à 11 ou la note est inférieure à 11. Ça, ce sont des hypothèses alternatives. Donc, H1, si H0, c'est la note égale à 11, dans mon exemple, alors, H1 peut être quoi? La note est différente de 11. La note moyenne est différente de 11. La note est supérieure à 11. La note est inférieure à 11. Alors, supérieure, inférieure ou différent, ça dépend de ce qu'on cherche à tester. Voilà, ici, et directement, ça peut nous amener, vous voyez ici, pour l'hypothèse alternative, c'est une hypothèse qui est simple, égale à 11. Alors, côté hypothèse alternative, on a la note différente de 11, supérieure à 11, inférieure à 11. Alors, ce qui nous amène à distinguer deux types de tests. Il y a des tests bilatéraux et des tests unilatéraux. Voilà, regardez. Ici, j'ai dit, la note est différente de 11, c'est-à-dire, ce qui m'intéresse, c'est 11 ou c'est différent de 11. Ici, je prends le deux parties. Je peux, si je devais peut-être essayer de dessiner un peu comme ça, regardez. J'ai par exemple mis 0. Ici, dans mon cas, mis 0, c'est 11. Donc, la note de référence, c'est 11. La note théorique pour certaines personnes. Voilà. Mis 0 est là. Comme je dis, la note moyenne est différente de 11. C'est-à-dire, quand on dit différent de 11, c'est-à-dire on prend et la partie gauche et la partie droite, ça c'est bilatéral. Donc, le deux parties, bilatéral, voilà. Mais quand je dis la note est supérieure à 11, je prends seulement la partie droite. Et quand je dis la note est inférieure à 11, je prends seulement la partie gauche. Alors, dans les deux cas, on dit que c'est un test qui est unilatéral. Je crois que vous avez compris. Donc, quand c'est différent, c'est bilatéral, c'est-à-dire les deux parties. Parce que différent, ça peut être à gauche, ça peut aussi être à droite. Mais quand on dit supérieur, là, c'est ou inférieur. Ça, c'est unilatéral à droite et ça c'est unilatéral à gauche. Donc voilà, on va voir ça en détail. Donc on a des types de tests bilatéral. Lorsque l'hypothèse alternative c'est différent, mais quand c'est supérieur soit inférieur pour l'hypothèse alternative, là ça sera le test unilatéral. Voilà, je crois que vous avez compris. L'hypothèse nulle, c'est ce qu'on cherche à vérifier, à tester et éventuellement à rejeter. Et vous avez l'hypothèse alternative. Et un truc intéressant à noter est que c'est une procédure de décision qui est basée sur des probabilités. C'est pourquoi on aura toujours un seuil de signification, c'est-à-dire la probabilité de se tromper. Alors, après ça, généralement, voici les 5 étapes pour réaliser un test d'hypothèse. Donc, généralement, on a 5 étapes. Alors, première étape, c'est poser les hypothèses. Donc, vous allez poser
quelle est l'hypothèse nulle et quelle est l'hypothèse alternative. Par exemple, dans mon cas, je peux dire que la note moyenne des étudiants de l'UNIKIN est de 11, donc je mets mi. La note moyenne est de 11 et l'hypothèse alternative, ça dépend de ce que je vais vérifier. Si je veux vérifier que la note n'est pas égale à 11 ou je peux peut-être chercher à vérifier que la note est supérieure à 11, là, l'hypothèse alternative, ça sera note supérieure à 11 ou différent de 11. Voilà. Donc, la première chose, c'est de poser les hypothèses. On va voir ça parce qu'on a plusieurs types de tests. On va voir ça. La deuxième étape, la deuxième chose à faire après avoir posé les hypothèses, voilà, on vous explique ce qu'il faut faire. Faut formuler H0, c'est que l'on teste, et H1, l'hypothèse alternative. Voilà, comme ici, la note moyenne est de 11, mi 0 dans notre cas c'est 11, et on peut dire que la note moyenne est différente de 11. La deuxième chose qu'il faut faire, c'est calculer la statistique. Alors, la statistique sera représentée par ZT, ça dépend du test qu'on va effectuer. La formule va dépendre d'un test à l'autre. On va voir le principal test d'hypothèse qu'on peut avoir. Donc, on va voir pour chaque test quelle est la formule de la statistique. Donc, en tout cas, le chapitre 3 est tellement facile. Tout ce que vous avez à faire, c'est de savoir si vous êtes dans quel type de test. On va détailler comment savoir que par rapport à cet exercice, je suis dans tel ou tel test. La deuxième chose, maintenant, il faut suivre ces étapes. Poser les hypothèses, calculer la statistique. Je viens de dire que la formule de la statistique dépend du type de test. Alors, la troisième chose à faire, c'est choisir le seuil, la probabilité de se tromper. Donc, fixer les risques d'erreur acceptés. Et généralement, on utilise alpha égale 5%. Quatrième chose, c'est trouver la valeur critique. Là, on va lire la valeur critique. Souvent, c'est Z de 1 moins alpha, Z de alpha, Z de 1 moins alpha, et tout comme ça. On va voir ça dans chaque type de test. Et la lecture se fera dans la table statistique. Et la dernière chose à faire, c'est de prendre la décision. Est-ce que il faut accepter H0? Est-ce qu'on peut affirmer que la note moyenne égale à 11 ou on rejette H0, c'est-à-dire on peut affirmer que la note est supérieure à 11, la note est inférieure à 11 ou la note est différente de 11. Voilà, ce sont les 5 étapes pour un test d'hypothèse. Alors, le type de test, en général, on a 4 types de tests. Il y a le test d'ajustement. Ça, c'est si on a une distribution. On cherche à vérifier si la distribution que nous avons suit une loi théorique. Alors, parmi les lois théoriques, vous avez la loi normale, la loi des poissons, qui carré, binomial et tout ce que vous avez. Donc, si vous avez une distribution et vous voulez vérifier si cette distribution suit ou peut être ajustée à une distribution théorique déjà connue, les tests là s'appellent le test d'ajustement. Donc, retenez ceci. Comment savoir si ce que je vais faire, le test ici, par rapport à l'énoncé, c'est un test d'ajustement? Regardez juste si on cherche à comparer la distribution donnée, votre distribution, à une distribution théorique, ou on cherche à ajuster votre distribution à une distribution théorique, sachez que les tests que vous allez faire, c'est les tests d'ajustement. Retenez ça très bien. Lorsqu'on cherche, on a une distribution donnée et on cherche à voir si cette distribution peut être ajustée, ou soit ça suit une loi théorique, une distribution théorique que nous connaissons déjà. Dans les cours de probabilité, je crois que vous connaissez ça, la loi normale, qui carré, poisson, ainsi de suite. Si on cherche à comparer ou à vérifier que notre distribution suit une distribution théorique, là, ça sera le test d'ajustement. Voilà. Deuxième, il y a aussi les tests d'homogénéité ou soit d'égalité. Alors là, c'est pour comparer les paramètres des deux populations ou plus, pour vérifier s'ils sont identiques. Un exemple, malgré nous ne sommes pas encore arrivés là. Regardez, j'ai deux populations, les étudiants de l'université de Kinshasa et les étudiants de l'université
pédagogique national, l'UPEN. Alors, j'ai besoin de comparer où il y a une affirmation, par exemple, qui dit que la moyenne des étudiants de l'INIKIN est supérieure à la moyenne des étudiants de l'UPEN, ou la moyenne des étudiants de l'INIKIN est pareille à la moyenne des étudiants de l'UPEN, ou la moyenne des étudiants de l'UPEN est supérieure, ainsi de suite. Alors, ça, c'est une affirmation, parce que les tests d'hypothèse part toujours d'une affirmation. On dit que la moyenne, par exemple, de l'INIKIN est supérieure à la moyenne de l'UPEN. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va tirer des échantillons. Un échantillon pour l'INIKIN, un échantillon pour l'UPEN, pour calculer les statistiques. Maintenant, l'objectif sera de comparer. Est-ce que le D moyenne, donc, comprenez que pour parler du test d'homogénéité, on doit avoir au départ deux populations. Ça, il faut les retenir. Il faut d'abord avoir deux populations. Ici, dans les tests d'ajustement, on a une distribution qu'on essaye de comparer avec une distribution ou une loi théorique. Dans les tests d'homogénéité, soit d'égalité, on a des populations et on veut vérifier une affirmation sur le des populations. On va parler de ça en détail. Et puis, vous avez aussi les tests de conformité. Ça, c'est le premier exemple que j'ai donné. On affirme que la note moyenne des étudiants de l'INIKIN, c'est 11. Ça, c'est les tests de conformité. Ou soit, on dit que la durée de vie moyenne de telle chose, c'est autant. Non, c'est les tests de conformité. C'est-à-dire, on essaye de vérifier si un paramètre, ça peut être la moyenne, la proportion d'une population est conforme à une norme ou soit à une valeur de référence. Quand je dis que la note moyenne c'est 11, donc la valeur de référence c'est 11. Dans ce genre de tests, on appelle ça test de conformité. Et enfin, vous avez les tests d'indépendance. Là, on a deux variables, généralement qualitatives. On a des variables qualitatives. Maintenant, on essaie de vérifier est-ce que les deux variables, il y a un lien entre les deux variables ou pas. On va y arriver. Je crois que vous avez compris déjà dans quel cas il faut faire les tests d'ajustement parce que généralement, quand on va vous donner les exercices, c'est un peu rare qu'on puisse vous préciser les types de tests que vous allez faire. Donc, votre travail d'abord, c'est de savoir par rapport à l'énoncé à ma présence, il s'agit de quel test. En bref, le test d'ajustement, c'est lorsqu'on a une distribution, on a une loi de probabilité et on essaie de comparer ça à une autre loi théorique déjà connue. Donc, on veut vérifier est-ce que ce que nous avons, ça suit telle loi, est-ce que ce que nous avons peut être ajusté à telle loi, une loi théorique que nous connaissons. Là, c'est le test d'ajustement. Le test d'homogénéité, c'est lorsqu'on a deux populations et on a une affirmation sur le paramètre de deux populations. Est-ce que telle moyenne est supérieure à celle-ci? Est-ce qu'il n'y a pas de différence? C'est-à-dire c'est la même moyenne? Est-ce que c'est la même proportion? Là, c'est le test d'homogénéité. Et pour savoir si ce que vous allez faire, c'est le test d'homogénéité, vous devez d'abord avoir deux populations. Là, il faut retenir ça. Et il y a aussi les tests de conformité. Ici, c'est lorsqu'on compare un paramètre avec une valeur théorique, une norme, soit une valeur de référence. Et vous avez enfin les tests d'indépendance. On a des variables. On essaie de voir est-ce que il y a un lien entre les deux. En d'autres termes, est-ce que telle variable influence l'autre, vice versa? Là, c'est les tests d'indépendance. Voilà. Et comme on a dit qu'on va faire les tests par rapport donc des valeurs de probabilité. Là, vous avez le tableau qui vous indique pour les tests unilatéraux. Je crois que vous avez compris quand est-ce qu'on parle de test unilatéral lorsque l'hypothèse alternative, je crois que vous n'avez pas oublié, lorsque l'hypothèse alternative c'est supérieur ou soit c'est inférieur. Là, c'est unilatéral. Mais quand l'hypothèse alternative c'est différent, là on parle du test bilatéral. Et généralement, retenez que l'hypothèse alternative est toujours dans une forme simple. Alors, ça c'est quelques valeurs critiques. Si alpha égale à 10%, ça c'est 10%, 0,10. Si c'est les tests unilatéral,
la valeur des Z de 1 moins alpha sur D, ça sera plus ou moins 1,28. Ça, c'est à retenir. Sinon, dans la vidéo précédente, je vous avais montré comment faire la lecture de cette valeur dans la table normale. Si, ça c'est pour unilatéral, pardon. Et si alpha égale 5%, c'est surtout la valeur la plus utilisée. La valeur critique de Z 1 moins alpha sur D est donnée par plus ou moins 1,645. Et pour 1%, donc 0,01, la valeur critique est là. Et dans le cas du test bilatéral, les différentes valeurs sont là. Et comme je viens de le dire, la valeur la plus utilisée, c'est 5%. Dans le cas d'un test unilatéral, c'est surtout ce qu'il faut retenir. C'est souvent c'est 5%, un peu 1%. Donc, dans le cas d'un test unilatéral, retenez que la valeur critique sera déjà 1,645. Et dans le cas d'un test bilatéral, retenez que ça sera 1,96. Voilà. C'est ce que j'ai expliqué. Maintenant, en général, pour la règle des décisions, ça se dit d'une manière générale, sans entrer dans tel ou tel type de test, mais on verra ça. Si c'est les tests unilatéraux, quand est-ce qu'on accepte H0? Parce qu'on avait dit que après avoir posé les hypothèses, on calcule la statistique, on choisit le seuil, on va trouver la valeur tablée, donc grâce à la table statistique. Dernière étape, c'est la décision. Est-ce qu'il faut accepter H0 ou soit il faut rejeter H0? Alors, d'une manière générale, dans les tests bilatéraux, lorsque l'hypothèse nulle, c'est différent, voilà. Retenez une chose, on rejette si la statistique calculée en valeur absolue est supérieure à la statistique tablée. Là, vous allez rejeter H0. En d'autres termes, vous allez accepter H0 si la statistique calculée est dans l'intervalle, voilà. Si c'est dans l'intervalle de moins Z de moins alpha sur 2 à Z de 1 moins alpha sur D, si la statistique calculée est dans cet intervalle, là, on accepte H0. Au cas contraire, c'est-à-dire si en valeur absolue, c'est super. En d'autres termes, si la statistique calculée est inférieure à moins Z de 1 moins alpha ou c'est supérieur à Z de 1 moins alpha, là, on rejette H0 à retenir. Et dans le test unilatéral droit, quand c'est supérieur, la condition est là. On va, donc, c'est ce qu'il faut vraiment retenir. Comment poser les hypothèses, comment, la formule pour trouver la statistique qui dépend d'un test à l'autre. Ensuite, dans quel cas il faut rejeter H0, dans quel cas il faut accepter H0, c'est tout ce que vous avez à retenir. Alors, si c'est un test unilatéral droit, si on va rejeter H0 si la statistique calculée est supérieure à la statistique tablée, et au cas contraire, on va accepter H0. Et dans le cas du test unilatéral gauche, quand c'est inférieur, la condition est là. Alors, là, on a parlé d'une manière générale. Maintenant, comment on procède dans les tests de conformité sur la moyenne? C'est ce qu'on appelle aussi la comparaison d'une moyenne à une moyenne théorique. Voilà, c'est aussi comme ça. Comparaison d'une moyenne à une moyenne théorique. On a une moyenne théorique. Maintenant, on cherche à comparer ce que nous avons trouvé à une moyenne théorique. On appelle ça aussi les tests de conformité. Alors ici, on va différencier des cas. Comment d'abord, avant même d'arriver là, comment savoir si dans cet exercice, je suis dans les tests de conformité sur la moyenne. En d'autres termes, est-ce que je vais comparer une moyenne à une moyenne théorique? Voici les secrets pour savoir si vous êtes dans ce genre de tests. Déjà, vous avez une seule population. Ça, c'est la première chose. Vous avez une seule population et on affirme quelque chose sur la moyenne de cette population. Voici quelques éléments. Premier indice, vous avez dans votre énoncé, vous avez une seule population. Deuxième chose, l'affirmation porte sur la moyenne parce qu'on peut aussi avoir le test de conformité sur la proportion. Là, ça viendra. Mais ici, si l'affirmation porte sur la moyenne, quand je dis par exemple que l'âge moyen des étudiants
est supérieur à 30 et inférieur à 10 à 18, là, le test porte sur la moyenne d'une seule population. Il s'agit du test de conformité. Donc, on va vérifier est-ce que la moyenne est supérieure à telle valeur, c'est inférieur ou c'est différent. Dans ce cas-là, c'est le test de conformité. Je crois que vous avez compris. Alors, les étapes, regardez. Et on a même mis l'énoncé là qui peut vous aider. On veut vérifier si la moyenne mi d'une population est égale à une valeur de référence mi0. Comme j'avais illustré ici, on veut vérifier si la moyenne, la note moyenne des étudiants de l'INKIN égale à 11. Alors, ça c'est ce qu'on cherche à vérifier. Et alternativement, on peut aussi chercher à voir si cette moyenne est supérieure à 11, cette moyenne est inférieure à 11 ou cette moyenne est différente de 11. Voilà, c'est ça. On veut vérifier si la moyenne mi d'une population est égale à une valeur de référence. Ici, comme je disais, on a des cas. Soit la variance de la population est connue, soit la variance n'est pas connue. Je répète, parce que ce qui est important, c'est de savoir si ce qu'on vous a donné, c'est quel type de test et savoir comment on procède. Parce que pour chaque type de test, bon, en général, on a vu, mais il y a l'étape à suivre pour chaque type de test. Alors, on a dit, pour savoir si c'est les tests de conformité qu'on appelle aussi d'abord les tests de conformité sur la moyenne qu'on appelle aussi les tests de comparaison d'une moyenne à une moyenne théorique. D'abord, vous devez avoir une seule population et l'affirmation porte sur une valeur de la moyenne de cette population. La moyenne est supérieure à autant, c'est inférieur à autant, ainsi de suite. Là, c'est le test de conformité sur la moyenne qu'on appelle aussi le test de comparaison d'une moyenne à une moyenne théorique. Alors, les hypothèses. Donc, on va poser l'hypothèse nulle, c'est toujours la moyenne égale à cette moyenne théorique, c'est-à-dire il n'y a pas de différence significative. La moyenne égale à la moyenne théorique, ça c'est l'hypothèse nulle. L'hypothèse alternative, ça sera la moyenne est différent de la moyenne théorique. Donc, ça c'est, si c'est bilatéral, j'avais expliqué, quand vous voyez différent, c'est bilatéral, ou on peut avoir la moyenne est supérieure à la moyenne théorique, c'est-à-dire la note moyenne des étudiants est supérieure à 11, ou la note moyenne des étudiants est comme inférieure à 11, ça c'est les tests unilatéraux. Donc, comme on avait vu, la première chose, il faut poser les hypothèses. Ça dépend de l'énoncé. Si on veut vérifier que cette moyenne est différente de 11, ça c'est bilatéral. Mais si on veut vérifier par exemple que la moyenne des étudiants est supérieure à 11, là c'est unilatéral. Alors, deuxième étape, rappelez-vous, après avoir posé les hypothèses, c'est calculer la statistique. Alors, ceci, si la moyenne de la population, la variance de la population est connue, c'est comme ça qu'on va utiliser la statistique. Donc, X bar représente la moyenne de l'échantillon. Mi0, c'est la moyenne des références. Dans notre exemple, ça sera par exemple 11. Donc, vous prenez la moyenne de l'échantillon, c'est que vous avez trouvé dans l'échantillon, moins la moyenne des références qu'on cherche à vérifier sur l'écart type de la population. Ici, c'est si l'écart de la population est connu sur la racine carrée de n. N représente la taille de l'échantillon. Ensuite, après avoir calculé cette statistique, je crois que c'est facile à trouver ça parce que l'écart type de la population est donné, l'écart type de l'échantillon, ça peut être de nous, on peut calculer ça. Vous connaissez la formule. Ensuite, vous allez choisir le seuil et la valeur critique. Alors, généralement, on prend 5%, ça dépend. Et après avoir trouvé les seuils, il faut maintenant lire cette valeur, la valeur critique dans la table de la loi normale. Donc, Z de 1 moins alpha sur 2. J'avais l'établi là, vous pouvez vérifier quand c'est 1%, si c'est unilatéral, bilatéral, les différentes valeurs sont déjà données. Et quand c'est bilatéral, c'est 1,96. Et maintenant, l'étape suivante, la dernière étape, là j'ai combiné troisième et quatrième parce qu'après avoir choisi le seuil, c'est après quatrième étape qu'on va chercher, on va lire cette valeur dans
la table de la loi normale. Alors, dernière étape maintenant, c'est la règle de décision. Là, on va comparer les Z que nous avons calculées. Rappelez-vous de la formule ici, c'était la moyenne théorique sur sigma sur la racine carrée de n. Ça, c'est le quart type de la population, parce que nous sommes dans les cas où le quart type de la population est connu. Alors, regardez. Si c'est le test bilatéral, vous allez accepter H0, comme j'avais expliqué, si Z calculé se trouve dans l'intervalle de moins Z de 1 moins alpha sur D. Par exemple, dans le cas de alpha égale 5%, Z de 1 moins alpha sur D, ça fait 1,96. Donc, si c'est ça, dans les tests bilatéral, vous allez accepter H0 si le Z que vous avez calculé à partir de l'intervalle, regardez, dans notre exemple de moins 1,96 à 1,96. Si Z que vous avez calculé, c'est tout dans cet intervalle pour alpha égale à 5%, dans les tests bilatéraux, là on va accepter H0. Au cas contraire, on rejette H0. C'est-à-dire si Z n'est pas dans cet intervalle, c'est-à-dire Z n'est pas dans cet intervalle, ça veut dire quoi? Z est inférieur à moins 1,96 ou Z est supérieur à 1,96. Donc, si Z n'est pas dans cet intervalle, là, on va rejeter H0. Je crois que vous avez compris. Et dans les cas du test unilatéral droit, alors, quand c'est unilatéral droit, si alpha égale à 5%, c'était quoi la valeur de Z de 1 moins alpha sur D? On peut venir vérifier. C'était dans les tableaux, voilà. Dans les tests unilatéral, 5% c'est 1,645. Donc, ça fait 1,645. Alors, dans les tests unilatéral, Z c'est 1,645. Alors, quand est-ce qu'il faut accepter H0? Si l'hypothèse alternative, c'était supérieur, donc ce qu'on appelle test unilatéral droit, là, on va accepter H0 si Z calculé avec cette formule est inférieur ou égal à Z tabulé. Donc, en d'autres termes, si Z que vous allez trouver, ça c'est dans le cas de 5%, est inférieur ou égal à 1,645, là, on accepte H0. Mais si c'est supérieur, on rejette H0. Et dans le cas du test unilatéral gauche, c'est-à-dire quand c'est inférieur, si Z calculé est supérieur ou égal, dans notre exemple d'illustration, 1,645, si c'est supérieur, on accepte. Si c'est inférieur, on rejette. Et je reviens encore ici. Cette condition peut aussi s'écrire comme ça. Si Z calculé en valeur absolue est inférieur à Z de tabulé, là, on accepte aussi H0. Voilà, je crois que vous avez compris. Ce qu'il faut retenir, c'est comment poser les hypothèses. La statistique, dans les cas où l'écart type ou la variance de la population est connue, la formule est là, et vous choisissez alpha. Les valeurs sont déjà dans la table. Maintenant, ce que vous avez à faire, c'est quoi? Si c'est les tests bilatéral, retenez, est-ce qu'il faut accepter ou rejeter H0? Si c'est unilatéral, est-ce qu'il faut accepter ou rejeter H0? Voilà. Ça, c'était si la variance de la population est connue. Là, ici, il faut très bien suivre. Si maintenant la variance de la population n'est pas connue, là, on va trouver l'estimataire sans biais de la variance de la population. Vous vous rappelez de la formule? C'était n sur n moins 1 s carré. Non, si la variance de la population n'est pas connue, on va trouver son estimataire sans biais qui est donné par quoi? N sur n moins 1 s carré. N, c'est la taille de l'échantillon. S carré, c'est la variance de quoi? La variance de l'échantillon aussi. Alors, maintenant, une chose qu'il faut bien retenir, dans le cas d'un grand échantillon, je n'ai pas tout écrit, dans le cas d'un grand échantillon, il est démontré que S chapeau est à peu près égal à S carré. C'est-à-dire, dans le cas d'un grand échantillon, ça ne sert pas vraiment à grand chose de trouver l'estimataire. On peut juste utiliser, ici on utilise directement
la variance de l'échantillon. Ça va passer, c'est-à-dire là, on revient comme au premier cas, il n'y a pas de différence. Mais dans le cas d'un petit échantillon, si la taille de l'échantillon est inférieure à 30, attention, là, il faut calculer. Alors là, on a des possibilités pour aller vite. Si, je réponds pour que ça soit clair, si la variance de la population n'est pas connue, normalement, on doit trouver l'estimataire sans biais de la variance qui est donné par n sur n moins 1 sur s carré, multiplié par s carré plutôt, et s carré sur la variance de quoi? De l'échantillon. Alors, je disais, dans le cas d'un grand échantillon, il est démontré que l'estimataire sans biais de la variance de la population est à peu près égal à la variance de l'échantillon. En d'autres termes, dans le cas d'un grand échantillon, si on ne connaît pas la variance, si vous voulez calculer l'estimataire, mais sinon, on peut juste utiliser la variance de l'échantillon à la place de la variance de la population parce que il est démontré que S chapeau est à peu près égal à S. Ça, c'est bon. C'est-à-dire, dans le cas d'un grand échantillon, on revient au premier cas qu'on venait de faire. Vous vous rappelez de la formule. Et dans le cas d'un petit échantillon, attention, là, on a encore deux possibilités. Ça dépend de vous. Soit, la formule, la statistique devient la moyenne moins mi 0 sur, attention, si on a trouvé l'estimataire, ça sera S chapeau sur la racine carrée de n, ou ça peut simplement égal à x bar moins mi 0 sur S sur la racine carrée de n moins 1. Je crois que vous avez compris. Si vous commencez d'abord par trouver l'estimataire de la variance, là, la formule de la statistique, dans le cas d'un petit échantillon, ça sera la moyenne de l'échantillon moins la moyenne théorique sur l'estimataire de l'écart type sur la racine carrée de n. Mais si vous n'avez pas trouvé l'estimataire sans biais de la variance et vous voulez utiliser directement l'écart type de l'échantillon, là, la formule devient x bar moins mi 0 sur S. L'écart type de l'échantillon sur la racine carrée de n moins 1. Je crois que vous avez vu la différence. Quand on utilise l'estimataire sans biais de l'écart type, ça sera sur la racine carrée de n. Mais si on utilise l'écart type de l'échantillon, ça sera sur la racine carrée de n moins 1. Et puis, vous allez lire dans la table de students la valeur de 1 moins alpha sur d à n moins 1 degré de liberté. Quand je vais faire un exemple, je vais vous montrer comment on fait cette lecture. Je crois que vous avez compris comment ça fonctionne. Et là, un exemple pour les tests bilatéraux. Je vais prendre un autre exemple. On dit un fabricant affirme que ses ampoules durent en moyenne 1200 R. Ça, c'est la valeur théorique. Donc, il affirme que ces ampoules durent 1200 R. Maintenant, on veut vérifier cette affirmation. Est-ce que ce qu'il a dit, c'est vrai? Il a exagéré ou ce n'est pas ça? Alors, comment savoir? Ça, on a une telle population, il fabrique des ampoules, il affirme que la moyenne, c'est combien? 1200 R. Donc, on comprend qu'on a une population, on cherche à vérifier une affirmation sur la moyenne. Donc, il s'agit du test de conformité de la moyenne qu'on appelle aussi quoi? Le test de comparaison d'une moyenne à une moyenne théorique. Alors, on dit maintenant, pour vérifier cette affirmation, on fait un contrôle de n égale 64. Donc, on tire un échantillon de 64 ampoules et après avoir tiré un échantillon de 64 ampoules, on trouve que la moyenne dans cet échantillon, c'est 1185 et l'écart type de la population est déjà donné que c'est 80 R. Alors, on veut vérifier. Au sein de 5%, est-ce qu'il avait raison de dire que c'est 1 million, mais c'est 1200 R de moyenne ou il n'avait pas raison? Dans l'échantillon, vous allez dire qu'il n'avait pas raison, mais attention, ça c'est l'échantillon. On cherche à vérifier maintenant cette affirmation dans la population. Voilà, on a compris que c'est le test de comparaison d'une moyenne à une moyenne théorique. Alors, la première chose, les hypothèses. Hypothèse nulle, on dit que l'affirmation du fabricant est vraie, c'est-à-dire la moyenne
dans la population, c'est 1200, comme il a affirmé. Et l'hypothèse alternative, je vais dire que l'affirmation est fausse. C'est-à-dire que ce n'est pas 1200. Ici, c'est bilatéral. On cherche à vérifier si c'est vrai ou c'est pas vrai. Donc, est-ce que c'est égal à 1200 ou c'est différent de 1200? Mais si on cherchait à vérifier si c'est inférieur à 1200, là, on allait mettre inférieur ici, côté test, hypothèse alternative. Et si on cherchait à vérifier si c'est plus de 1200, on allait mettre supérieur. Dans notre cas, c'est quoi j'avais dit? L'hypothèse alternative dépend de ce que vous avez besoin. Donc, comme ici, on cherche à vérifier si c'est ça ou ce n'est pas ça, donc c'est différent. La deuxième étape, rappelez-vous, la statistique. Comme ici, les quartiers, d'ailleurs, nous sommes déjà en présence d'un grand échantillon, que les quartiers de la population soient connus ou pas, il n'y a pas une grande différence. Donc, on va calculer Z, calculer. La formule, vous vous rappelez, c'était la moyenne de l'échantillon moins la moyenne théorique, donc la moyenne de l'affirmation sur sigma sur la racine carrée de n. On remplace la moyenne de l'échantillon, nous avons trouvé 1185 moins la moyenne théorique, ce qu'il a affirmé, c'était 1200, voilà, 1200 sur l'écart type de la population, c'est 80 sur la racine carrée de n. N, c'est la taille de l'échantillon, c'est 64. C'est la racine carrée de 64. Et si vous calculez, comme ici, nous avons trouvé moins 150. Donc, Z calculé, c'est moins 150. Maintenant, on choisit le seuil et on va déterminer la valeur critique. Le seuil, c'est 5% par défaut. Comme il s'agit d'un test bilatéral, pourquoi bilatéral? C'est différent ici, il faut retenir. Bilatéral, alors, sans problème, dans notre tableau, Z de 1 moins alpha sur D, ça donne 1,96. Maintenant, la question, c'est de savoir, est-ce qu'il faut accepter ou soit rejeter H0? Alors, c'était quoi la condition? Je crois que vous n'avez pas oublié. C'était comme ça. Si Z en valeur absolue est inférieur à Z de 1 moins alpha sur D, donc Z calculé est inférieur à Z de 1 moins alpha sur D, ou si Z calculé c'est tout dans l'intervalle de moins Z tablé, j'écris simplement tablé pour aller vite, ça veut dire 1 moins alpha sur D à Z tablé. Dans notre cas, Z tablé, on a trouvé combien? 1,96. Donc, si Z, à partir de l'intervalle de moins 1,96 à 1,96, là, on va accepter H0. Mais si Z n'est pas dans cet intervalle, on rejette H0. Alors, Z, calculé, on a trouvé combien? Moins 150. Alors, est-ce que moins 150 est dans cet intervalle de... Attention, ce que j'ai bien calculé, attention, c'est moins 1,5. Ah, voilà, heureusement, c'est moins 1,5, désolé. Alors, Z calculé, on a trouvé moins 1,50. Est-ce que moins 1,50 se trouve dans cet intervalle de moins 1,96 à 1,96? Oui, il est là. 1,50 moins 1,50 est quelque part là-bas. Donc, Z en valeur, ou soit on peut utiliser ça. En valeur absolue, ça fait 1,50 en valeur absolue, qui est inférieur à 1,96. Donc, il est dans cet intervalle. Alors, comme la condition est vérifiée, on fait quoi? On accepte H0. Et à la fin, voilà, on accepte H0 parce que la condition est vérifiée. On peut maintenant conclure. Donc, on accepte H0. H0, c'était quoi? La moyenne égale à 1200. En d'autres termes, on va conclure que le fabricant a raison, ou on peut quand même nuancer ça pour dire il n'y a pas de preuve suffisante pour rejeter l'affirmation du fabricant au seuil de 5%. Comme on n'a pas de preuve pour affirmer, pour rejeter son affirmation, en d'autres termes, on accepte, il a raison, que la moyenne est de 1200 R. Voilà, je crois que vous avez compris. Alors, je prends un deuxième exemple pour que vous puissiez bien assimiler ça. Alors, le deuxième exemple, je prends cet exercice. On dit la compagnie de pneus Michelin prétend que ces pneus ont
une durée de vie moyenne de 42 000 km. Ça, c'est la moyenne théorique. Donc, la moyenne des références, 42 000. Alors, que la durée de vie moyenne est de combien? 42 000. On dit en prélevant un échantillon de 30 pneus, on prend 30, on trouve que la durée de vie moyenne dans cet échantillon de 30 est de 39 480 km. Et en supposant que la durée de vie de ces pneus obéit à une loi normale d'écart type, c'est-à-dire ça c'est l'écart type de la population, qui est donné par 4500, peut-on dire que l'affirmation de la compagnie est exagérée au niveau des seuils de 0,05, c'est-à-dire 5%? Alors, est-ce qu'il s'agit d'un test de conformité ou pas? Alors, on va voir les indices que je vous avais donnés. Les gens disent, la compagnie Michel Stallone a une seule population. Voilà. Donc, le premier indice est là, on a une seule population. Deuxième chose, l'affirmation porte sur la moyenne. On dit que la moyenne, dans la durée de vie moyenne est de 42 000 ans. C'est le test de conformité sur la moyenne. Voilà, la première chose c'est quoi? On va poser les hypothèses. Ici, hypothèse 1, ça sera quoi? La moyenne égale 42 000. Voilà. Donc, la moyenne, c'est pas 4 000, ça c'est 42 000 plutôt. La moyenne égale à 42 000. Maintenant, l'hypothèse alternative. Là, il faut bien sûr, maintenant regarder. On dit que, peut-on dire que l'affirmation de la compagnie est exagérée? Exagérée, ça veut dire quoi? Que ce qu'ils ont dit ce plus. En d'autres termes, la moyenne n'est pas égale à 42 000, plutôt la moyenne est inférieure à 42 000. Donc là, ça sera la moyenne inférieure à 42 000. Je crois que vous avez compris comment j'ai trouvé l'hypothèse alternative. L'hypothèse nulle, la moyenne égale 42 000, ce qu'ils ont prétendu ici. L'hypothèse alternative, alors comment on dit, est-ce qu'ils ont exagéré? Exagéré, ça veut dire quoi? Ce qu'ils ont donné, c'est plus par rapport à la réalité. Alors, si ce qu'ils ont donné, c'est plus, ça veut dire que la vraie moyenne, c'est inférieur à ce qu'ils proposent. Donc, ce qu'ils affirment. Donc, l'hypothèse alternative, ça sera la moyenne inférieure à 42 000. Voilà. L'étape suivante, c'est de trouver la statistique Z ou Z calculé. La formule, c'est quoi? C'est la moyenne moins mi-0 sur l'écart type de la population sur la racine carrée de n. Je remplace. La moyenne, ici, on a trouvé la moyenne de l'échantillon, 39 480 moins. La moyenne théorique, leur affirmation, c'est combien? 42 000 sur l'écart type de la population, c'est 4500 divisé par la racine carrée de la taille de l'échantillon qui est 30. Ça sera divisé par la racine carrée de 30. Alors, on va calculer ça rapidement pour voir ce que ça donne. Vous pouvez aussi essayer chez vous. Ça donne quoi? Je calcule rapidement. 32 000, j'ai 39 000 plutôt, 39 480 moins 42 000, tout ça divisé par 4500, 4000, non, oui, c'est 4500 dans l'exercice, divisé encore, 4500 divisé par la racine carrée des 30, voilà. Je crois que j'ai bien calculé. Chez moi, j'ai trouvé Z calculé, donc la statistique que j'ai trouvé, moins 3,07. Je m'arrête à dire après la virgule. Alors, ici, il s'agit d'un test qui est comment? Qui est unilatéral. Voilà. Alors, quelle sera la valeur? On choisit le seuil. On a dit 0,05%. Alors, que vos Z de 1 moins alpha sur D, dans le cas du test unilatéral, si j'ai bonne mémoire, c'était 1,645. Voilà, je crois que c'était ça. Dans le cas des tests unilatéral. Vérifiez si ce n'est pas ça, vous complétez. Mais je crois que c'était 1,645. Là, on a choisi le seuil. On a trouvé la valeur critique. Maintenant, c'est la décision. Est-ce qu'il faut accepter ou rejeter H0. Alors, c'était quoi la condition dans le cas du test unilatéral? Je crois que vous n'avez pas oublié. Regardez. Si
Quand c'était mi supérieur à mi 0, il faut que z calculé soit inférieur ou égal. Je crois que c'était ça. Vous allez vérifier. Mais quand mi est, non, quand c'est supérieur, il faut que z calculé soit inférieur. Et quand c'était mi inférieur à mi 0, il fallait que z calculé soit comment? Supérieur ou égal. C'était ça la condition. Ici, z tabulé, on a trouvé quoi? Z tabulé, on a trouvé 1,645. Alors, est-ce que moins 3, 0,7 est supérieur, dans les cas, la condition c'est quoi? Comme c'est inférieur, il faut que ça soit supérieur ou égal à quoi? À 1,645 ou moins 1,645, c'est pas un problème. Alors, est-ce que moins 3,07, rappelez-vous des z tabulés, c'était plus ou moins. Alors, je prends le moins. Alors, moins 3,07 est supérieur ou égal à moins 1,645, c'est faux. Ce n'est pas supérieur. J'insiste. Quand c'est inférieur, il faut que z calculé soit supérieur ou égal. Quand c'est supérieur, il faut que ce soit inférieur ou égal. Alors ici, c'est inférieur. Il faut que ce soit comment? Supérieur ou égal. Est-ce que moins 3,07 est supérieur ou égal à moins 1,645? C'est faux. Alors, on fait quoi? On rejette H0. Alors, si on rejette H0, c'est-à-dire on va accepter H1. Quelle est la conclusion ici? On rejette H0. Donc, indirectement, on accepte H1. Alors, on va dire quoi comme conclusion? On va dire que au seuil de 5%, leur affirmation est exagérée, c'est-à-dire la moyenne n'est pas égale à 42 000 francs. 42 000 kilomètres, voilà. C'est comme ça que ça fonctionne. Je peux prendre un deuxième exemple pour une très bonne compréhension et puis on va passer. Alors, le deuxième exercice, le troisième plutôt, le troisième exemple pour illustrer cette partie du test de conformité à une moyenne. Alors, on dit pour un échantillon aléatoire simple, pour un échantillon aléatoire simple, observez des tailles n égale à 5, 9, pardon, n égale 9, relatif au caractère quantitatif x, on a établi la somme de x sur 135 et la somme de x carré c'est 2205. On demande d'effectuer les tests bilatéraux suivants au seuil alpha égale 0,01, la moyenne de la moyenne théorique égale à 15,60 et la moyenne est différente de 15,60. Donc déjà ça c'est le test de conformité. Sauf qu'ici nous sommes dans le cas d'un petit échantillon et l'écart type ou la variance de la population n'est pas donné. Alors, on va commencer par trouver la moyenne et l'écart type de l'échantillon. La moyenne, ici, comme ce n'est pas pondéré, ça sera la somme de x sur n. On aura ça 35 sur n qui est 9. Alors, ça donne quoi? Quand vous prenez 135 divisé par 9, ça me donne 15. Donc, la moyenne ici égale à 15. Deuxième étape, je vais trouver la variance de l'échantillon. La formule, c'est la somme de x carré sur n moins la moyenne au carré. Ce qui va donner la somme de x carré, c'est 2205 sur n, c'est 9 moins. Là, on a trouvé 15, ça sera 15 au carré. Alors, ça vaut quoi la variance? Je calcule ça. 2205 divisé par 9. Ça fait 245 moins 15 au carré. Ça me donne 20. Je crois que j'ai bien calculé. Vérifiez chez vous. Donc, la variance c'est 20. Ce qui fait que l'écart type de l'échantillon, ça sera la racine carrée de 20. Alors, la racine carrée de 20 me donne combien? La racine carrée de 20 me donne 1,41. Donc, je prends 1,41. C'est bon? J'ai les informations dans l'échantillon parce que on peut pas faire les tests d'hypothèse si on n'a pas les informations dans l'échantillon. Alors, je connais la moyenne de l'échantillon. Je connais aussi l'écart type de l'échantillon. Alors, maintenant, je vais passer, je commence par les hypothèses. H0, c'est déjà donné d'ailleurs. La moyenne, M ou soit mi égale 15,60. Hypothèse alternative, la moyenne est différente de 15,60. Ça, c'est la première étape.
Deuxième, je vais trouver la statistique. On peut appeler ça T. Alors, rappelez-vous, dans le cas d'un petit échantillon, on a deux possibilités. T égale la moyenne moins mi-0 sur S chapeau sur la racine carrée de N si on a trouvé l'estimataire de sans biais de l'écart type, ou ça peut aussi donner la moyenne moins mi-0 sur S sur la racine carrée de N moins 1. Alors, je vais essayer les deux. Trouvons d'abord avec S, j'aurai 15,60. Non, attention, c'est pas 15,60. La moyenne de l'échantillon, c'est 15 moins la moyenne théorique, c'est 15,60 sur, si je vais utiliser directement l'écart type de l'échantillon, ça sera 1,41. Là, je vais diviser par la racine carrée de N qui est 9 moins 1. Voilà, si j'utilise directement l'écart type de l'échantillon. Alors, j'aurai quoi? Quand je prends 15 moins 15,60, ça me fait moins 0,6 divisé par 1,41. Est-ce que j'aurais... Attention, c'était la racine carrée de 20. Est-ce que c'est vraiment... J'avais bien trouvé. Je vais prendre la racine carrée de 20. Voilà, c'était une erreur. Ce n'était pas 1,41 en tout cas, heureusement. La racine carrée de 20, c'est 4,47. Voilà. C'est 4,47. Là, ça sera 4,47. Donc, je reprends les calculs. Je prends 15 moins 15,60 divisé par l'écart type de l'échantillon, c'est 4,47 divisé encore par la racine carrée de 8. Voilà, je crois que j'ai bien calculé. Alors, j'ai trouvé, on va vérifier, j'ai trouvé moins 0,379 que je peux arrondir à moins 0,38. Alors, si j'utilisais cette formule, voir si ça va donner presque la même chose. Là, je suis obligé de commencer par trouver l'estimataire. Alors, regardez, c'était comme ça la formule. N sur N moins 1, S carré. Alors, je cherche directement l'estimataire de l'écart type. Ça sera la racine carrée. Ça sera la racine carrée de N moins 1 sur S. Alors, ce qui va donner, dans notre cas, ça sera la racine carrée de 9 sur 8, parce que N égale à 9 sur 8, multiplié par quoi? Multiplié par 4,47. Là, je vais venir remplacer. Ça sera 15 moins 15,60 sur ce que je vais trouver ici. Alors, ça donne quoi? Ça donne la racine carrée de 9 divisé par 8. Ça me donne 1,06. Voilà, ça donne 1,06. Je multiplie par 4,47. Ça me donne 4,74. Voilà, 4. Bon, ça va donner presque la même chose, malgré que je n'ai pas pris tous les rangs, pris la virgule, 4,74. Alors, donc ici, j'aurai cette formule, 4,74 divisé par la racine carrée de 9, parce que quand on a trouvé l'estimataire de l'écart type, on va faire sur la racine carrée de N. Alors, rapidement, moins 0,6 divisé par 4,74 divisé encore par la racine carrée de 9, ça fait 3. Voilà, ça me donne presque la même chose. Là aussi, ça me donne moins 0,379, ça fait moins 0,38. Voilà, les deux formules donnent la même chose, ça dépend. Si vous êtes rapide, vous voyez que ça, trouver encore l'estimataire, ça fait perdre le temps. Mais si vous voulez utiliser l'écart type de l'échantillon,
faites seulement l'écart de l'échantillon sur la racine carrée de n-1. Et si vous avez l'estimateur, ce sera l'estimateur sur la racine carrée de n. On vient de voir que les deux donnent la même réponse. Donc voilà. Après avoir trouvé la statistique, ici on a dit alpha égale 0,01, c'est-à-dire 1%. Et comme nous sommes à présent d'un petit échantillon, on va utiliser les tests de student. Alors on va trouver t de 1 moins alpha sur 2. Le degré de liberté, c'est n moins 1. Alors n c'est 9, 9 moins 1, ça va donner 8. Alors on va, alpha c'est 0,01 et t de 1 moins alpha sur 2. Alors, le degré de liberté, c'est 8. Alors, j'ai une table statistique ici. Voilà, je suis là. Les degrés de liberté. Les degrés de liberté, c'était 8. Alpha est égal 0,01. Là, il n'y a pas trop de soucis. Alors, qu'est-ce que je vais faire pour trouver cette valeur? Regardez, alpha égale 0,01, alpha 0,01. Je suis là. C'est cette colonne, alpha égale 0,01. Les degrés de liberté, c'est 8. Les degrés de liberté, 8. Alors, je vais regarder cette ligne avec cette colonne. Et vous voyez que l'intersection, ça me donne 3,3554. Voilà, 3, vous retenez ça, ça fait 3,3554. Voilà, ça c'est la valeur critique. Vous avez vu comment j'ai trouvé ça. Alors, je reviens ici. Qu'est-ce qu'on a? Alors, on a trouvé que t de 1 moins alpha sur d avec les degrés de liberté 8, c'était 3,3554. Alors, la règle de décision, ça ne change pas. Est-ce qu'on va accepter H0, soit on va rejeter H0. Alors, ici, c'est bilatéral. Vous vous rappelez, j'espère, c'était quoi la condition? Si t calculé à partir de l'intervalle de moins 3,3554 à 3,3554, vous vous rappelez de la condition, si t établi c'est tout dans cet intervalle ou en valeur absolue, c'est inférieur à ça, on accepte. Au cas contraire, on rejette. Alors, dans notre cas, t calculé, on a trouvé moins 0,38. Est-ce que moins 0,38 c'est tout dans cet intervalle ou pas? Ou en valeur absolue, est-ce que moins 0,38 est inférieur à 3,3554. Moins 0,38 est effectivement inférieur. En d'autres termes, ça se trouve dans cet intervalle. Donc, on fait quoi? On accepte H0, c'est-à-dire la moyenne égale à 15,60. Voilà, je crois, vous avez compris. Pour le test de conformité d'une moyenne ou à une moyenne, qu'on appelle aussi le test de comparaison d'une moyenne à une moyenne théorique. Merci et à très bientôt.